Konnichiwa à toutes nos auditrices et auditeurs du balado Les idées ridicules. Aujourd'hui, on a reçu notre bon ami Julien Clos, dans le fond, donc, qui a fondé Symbiose Alimentaire, puis on va avoir la chance de discuter de plein d'affaires passionnantes. Et fascinant, le fascinant monde de la fermentation. Donc, on va comprendre ça avec lui, on va comprendre le rôle que ça a joué dans la société, le rôle que ça joue pour notre santé même. Fait que restez à l'écoute des sujets vraiment intéressants qui s'en viennent. Yes, arigato gozaimasu. Bonne écoute. Bonne écoute. Cette année, nous avons un très beau partenariat, dans le fond, un partenaire officiel pour la saison 4 du balado, donc Tessier. Tessier qui est une entreprise qui fabrique et installe des structures de serre et des tunnels chenilles, dans le fond, s'adaptant au climat québécois, et ce, depuis 45 ans. Tessier, c'est également le savoir-faire québécois, dans le fond, développé par les artisans d'ici, qui ont développé des services, des produits fiables, durables et de qualité. C'est par ces services intégrés, personnalisés puis humains que Tessier démontre vraiment une rapidité d'approvisionnement puis d'action. C'est un allié de choix pour les maraîchers et les agriculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même, au Québec. C'est des structures de serre de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier. Yeah! Une production Origine. Bienvenue à toutes nos auditrices et auditeurs du balado Les idées ridicules. On est en présence de notre bon ami Julien Clos. Bienvenue, man. Merci d'être là. Yes, les gars, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Yeah. Donc, aujourd'hui, dans le fond, fraîchement arrivé du Japon, man. Yeah! Oh yeah! That's it. Subarashi! Psycho! Nice. Donc, fondateur de l'innovante entreprise Symbiose Alimentaire. Donc, avant de fonder Symbiose, Julien, bien, tu te passionnes pour le monde agricole, évidemment, où ce que tu navigues un peu, tu vas travailler sur différentes fermes. Puis, tu te passionnes donc justement pour le monde agricole, l'alimentation, mais aussi grandement à l'impact écologique positif que peut avoir des modèles agraires alternatifs incorporant des idées permacoles. Donc, tu as œuvré en maraîchage durant quelques temps. Puis tes passions t'ont amené même à explorer plus avant l'alimentation avec notamment la lactofermentation qui va agir comme porte d'entrée vers la fermentation en général, mais aussi ce qu'on appelle des moisissures nobles. Ben oui. Donc, c'est donc par la suite que tu vas te former même chez Aliments Massawipi auprès de Suzanne Dionne et Gilbert Boulay, qu'on salue. Ben oui. Donc, tu as passé 5 années là-bas. Tu as passé des 5 années à te former auprès de ses mentors et amis, on pourrait dire. Mm-hmm. Donc, tout ça pour finalement, qu'est-ce qui t'encourage à démarrer ton propre projet pour faire rayonner la fermentation à travers le Québec. Fait que c'est ainsi, donc, en 2019, tu t'installes sur tes terres familiales à La Belle et tu fondes finalement Symbiose Alimentaire. Yes, en effet. Puis ça faisait déjà une couple d'années qu'on faisait du kimchi. Ça fait faire prochaine automne, ça va faire 9 ans qu'on fait la célébration du kimchi. Oh shit, OK. Donc, on a commencé à faire le kimchi avant... Pendant que je me formais, dans le fond, chez Massawipi, Nice. on faisait du kimchi déjà. Ça avait déjà commencé ça, le Ouais. concept de célébration. Ça s'appelait la coupe l'effervescent à l'époque. Ah ouais, OK. Ah ouais. Puis la coop l'effervescent, à un moment donné, c'était trop lourd à gérer une coop. Fait qu'on a choisi de changer ça. Changer la structure. Puis anyway, l'équipe avec qui j'étais, eux, il y avait d'autres projets dans la vie. Fait qu'on s'est comme chacun fait nos affaires. Puis Un peu. c'est ça. Mais oui, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait du kimchi. Cool. Yeah. Fait qu'on va revenir clairement à ce concept-là parce que ça nous fait triper. Puis c'est une bonne partie qu'on veut pouvoir expliquer ce concept-là à tout le monde. C'est tellement génial. Mais first thing first, peux-tu un peu nous parler un peu plus de ton intérêt pour la fermentation puis d'où ça vient dans le fond? Mm-hmm. Ben, dans le fond, moi, tu sais, j'ai été malade quand j'étais petit. Fait que la santé, ça a toujours été partie prenante de ma vie, mes réflexions. Tu sais, je suis massothérapeute aussi. Puis en même temps, l'agriculture, la nature aussi, tu sais. Donc, dans mon parcours de jeune adulte un peu éclaté, je cherchais un peu des réponses à tout ça, tu sais. Autant au niveau de prendre soin de la terre puis de trouver des manières d'avoir des impacts positifs à travers notre civilisation, tu sais, parce qu'une civilisation a tendance à juste prendre puis pas redonner. tu sais. Puis c'est aussi ça que ça fait au niveau de la santé humaine. T'sais, on prend beaucoup, on squeeze le citron de l'humain, puis on l'épuise, puis il le rend malade. Donc, de manière un peu spontanée, j'ai un ami qui me présentait le kimchi. Puis là, j'étais comme, c'est cool ça, c'est bon. Puis c'est bon pour la santé, c'est probiotique. Puis j'ai commencé à fouiller un peu là-dedans. Puis à l'époque, au Québec, on parlait pas beaucoup de ça. Non, Vraiment, ouais. encore nouveau, en fait. Là, oui, ça. De moins en moins, mais quand même pour beaucoup. Il y a eu le boom du kombucha peut-être l'année d'après. Ouais, ça a commencé à sortir. Puis les lactos, c'est venu peut-être 4 ans après. Là, un bon boom. Puis en parallèle, je travaillais à la ferme aux petits oignons avec aussi Simon Meloche qui travaillait là. Puis Simon m'a présenté Suzanne et Gilbert de Aliments Massawipi. Nice. Puis là, le miso. Puis là, le miso, c'est bon, c'est quoi ça? Puis là, Suzanne et Gilbert qui sont comme... Le miso, c'est tellement de propriétés
propriétés fonctionnelles pour la santé. Puis là, ils nous parlaient de ça, etc. Parce que les Japonais ont beaucoup étudié ça, vu que c'est leur, un peu leur champignon national, le koji, là, qui est à la base de la fermentation de ça. Donc, tu sais, là, l'intérêt c'était effervescent, là, tu sais, de dire, OK, tu sais, oui, on a besoin d'aliments, de matières premières pour fermenter. Puis plus l'aliment il est vivant, il est santé, ben plus le produit va être vivant et santé. Puis c'est là que ça a commencé à vraiment m'habiter. Puis de me dire aussi que c'est un angle mort un peu à cette époque-là au Québec, la fermentation, qui est comme une strate de plus dans la chaîne alimentaire. Ouais. Parce que, tu sais, oui, OK, on produit, on peut vendre un aliment frais. Mais après ça, on peut le fermenter qui va augmenter sa valeur autant nutritionnelle, autant gustative que financière aussi. Ben oui, absolument. Fait qu'on peut créer du plus-value. C'est pas nécessairement du canage où est-ce qu'on réduit l'apport nutritionnel. C'est pas non plus la congélation où est-ce que là, ça prend beaucoup d'énergie à conserver. C'est un autre univers à explorer, puis c'est un univers qui bonifie. Donc, les analogies du vivant, autant pour les sols vivants que l'agriculture régénérative, ben, en s'appliquant ça à la nourriture, la diète, ben là, c'est comme... C'est infini. C'est infini au niveau d'exploration. Fait que ça m'habite. C'est comme ça que c'est venu me chercher, finalement. Très nice. Puis j'aimerais ça revenir un peu en arrière parce que là, justement, tu t'en as parlé, tu as adressé. Ben, juste pour qu'on se fasse une petite tête, tout le monde ensemble. Là, tu as parlé en premier lieu de miso pour les gens, mettons, à la maison qui ne savent pas c'est quoi du miso. Voudrais-tu nous faire juste une petite introduction, une petite synthèse peut-être un peu de ce que c'est, puis par la bande aussi, évidemment, le koji. T'sais. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, je pense qu'on connaît un peu plus la soupe miso, ou la soupe ramen. Le ramen soup. Ben, dans une soupe ramen, en général, on va avoir le miso, qui est un condiment qui est sous forme d'une pâte. Ouais. C'est une pâte qui est fermentée à base généralement de soya et de riz ou de soya et d'orge, traditionnellement. Et le grain, qui va être l'orge ou le riz, va être fermenté avec une moisissure noble qu'on appelle koji. Ouais. Donc, on mélange le riz qui devient koji avec le soya, avec du sel, puis on met ça en baril de fermentation de 6 mois à 4 ans, dépendamment des styles. Puis plus c'est vieilli, ben là, plus c'est santé aussi. Puis ça devient un condiment qui est très umami, qui amène vraiment de la saveur. Il y a un condiment qui est salé aussi. Puis bon, dépendamment des ingrédients de base, puis du temps de fermentation, ben, il va être plus ou moins sucré aussi ou acide. Etc. Puis on peut faire, bouillon de soupe, mais on peut faire des tartinades, on peut faire des vinaigrettes, on peut faire des marinades, Nice. Donc c'est ça. Yeah! Mais merci, ça nous fait une belle mise en bouche pour... Ça se peut qu'on te réarrête à d'autres moments pour te demander encore de nous expliquer tes affaires, mais t'es là pour ça, quoi. C'est bon, il faut me doser aussi. Ben oui, parce que je pense que le monde de la fermentation, même s'il commence à se démocratiser, pour vrai, il est encore autant obscur que délicieux, mettons. Parce que je pense que pour beaucoup, justement, même le concept de miso, OK, on le connaît, on l'a déjà entendu, mais de savoir vraiment comme qu'est-ce que c'est quoi, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est encore totalement propagé, mais on y arrive. Oui, c'est clair. Puis, tu sais, quand je pense à ça, je repense à Suzanne et Gilbert, tu sais, qui, il y a 22 ans, ont parti leur entreprise de miso au Québec. Il n'y avait pas Internet. Ouais. On connaît le fromage, on connaît le yogourt, on connaît le pain au levain, la bière, le vin, mais du miso, c'est quoi? C'est fermenté? C'est quoi? C'est pourri? C'était ça le feedback des gens qui donnaient à l'époque quand ils faisaient des dégustations dans des épiceries. Puis il faut comprendre que le miso, quand tu t'en produis, que tu commences une production, ben, t'amortis ton inventaire sur 2 à 3 ans avant de toi. Ben oui. Donc, démarrer une entreprise de miso, c'est un parcours héroïque. Puis Suzanne et Gilbert, c'est vraiment des héros à ce niveau-là. Donc, merci. Ouais, merci. Tellement d'avoir débroussaillé puis d'avoir ouvert la voie. Tellement. Oui. Ben justement, là, on a parlé un peu de Masao Upi qui, justement, à ce niveau-là, ont été avant-gardistes. Mais justement, Symbiose Alimentaire aussi, c'est une entreprise qui est quand même assez avant-gardiste. Peux-tu nous parler un peu, justement, de qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu produis? Oui, dans le sens... ce qu'on fait à la base, c'est un mouvement qui reconnecte les gens ensemble. C'est pour ça la célébration du kimchi, on en reparlera plus tard. Moi, c'était plus la vocation sociale en arrière de ça qui aussi m'habite. Là. Puis oui, le côté santé, tout ça, mais également le terroir, de mettre de l'avant des aliments d'ici,
puis de faire découvrir des nouvelles saveurs à travers ces aliments-là. Ouais. Donc, c'est sûr que, tu sais, au lab, dans notre local de production, c'est un peu le bordel à ce niveau-là, tu sais, de dire, OK, là-dedans, il y a ça qui fermente, là, il y a ça qui fermente. Il y a beaucoup de tests qui se passent en dessous des produits qui sont mis de l'avant, tu sais, donc nos kimchi, lactofermentation, choucroute, Ouais. sauce piquante fermentée, on a le tempeh à base de pois jaunes. Oui. On a maintenant notre belle sauce umami qui est Ouais. style shoyu. Si on a d'écouter. Puis avec vous, ben, on explore les piments forts, les pâtes de piments fermentés, etc. Ouais. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'exploration, mais on a quand même nos lignes principales. Puis là-dedans, ben, c'est sûr que c'est infini le potentiel. Fait qu'à un moment donné, il faut se donner des directions, certaines limites aussi à ce qu'on fait. Mais moi, c'est ça qui me passionne aussi, c'est de pouvoir explorer. Mais reste que de se donner certaines limites, genre pas de soya, pas de gluten, Ouais. puis que des aliments produits au Québec. Puis après ça, ben là, on joue là-dedans. Puis déjà là, c'est là qu'on se rend compte que notre terroir il est tellement abondant. C'est ça. Alors que d'autres voient ça comme des limites hyper contraignantes. Ah, c'est un terrain de jeu immense dans lequel on peut s'amuser longtemps. Là. Exact. Tu sais, comme mettons la fameuse sauce piquante à base de mangue, tu sais, exotique. Ouais. Ben, c'est comme, on a du papa au Québec, tu sais, fait comme, on en a parlé un peu. Le papa, c'est au prix que c'est, tu sais, en acheter pour en manger comme une mangue, c'est un peu comme too much, tu sais, Ouais. fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec le papa autrement, puis justement, une sauce piquante exotique, c'est cool, tu sais. Ben oui. Ça amène un plus-value Ouais. d'un aliment qui a déjà un prix très élevé d'une certaine manière, mais on le démocratise à travers une transformation qui est en petite bouteille, ben là, Rend ça accessible. on en prend soin, tu sais, c'est une goutte à la fois, tu sais, Ouais. c'est pas comme on chug un jus. C'est ça, ouais, c'est ça. Ben oui, absolument. Nice. Puis, OK, fait qu'est-ce qu'on comprend que ça, c'est quelque chose... En cours. Encore? On joue avec ça. On joue avec ça. Plus extrême. C'est encore plus Ah ouais. petite bouteille, petite goutte, parce que c'est extrême. Et, Ben oui. c'est ça. Ah ouais, très nice. Très belle idée. Mais justement, tu l'as adressé un peu dans le monde de la fermentation. Ben, après ça, là, on parlait de pâte de piment. Là, on a le tempeh, on a toutes sortes de produits qui peuvent être fermentés. Puis, dans le fond, on comprend aussi que la fermentation, elle a fait partie de pratiquement toutes les cultures, les civilisations qui ont existé et qui existent sur Terre. Justement, selon toi, pourquoi la fermentation, dans le fond, a joué un rôle aussi comme prépondérant dans le développement de nos sociétés? Là, on embarque plus dans ce côté conceptuel. C'est historique aussi, parce que ça fait partie de technologies qui nous ont permis de survivre, à traverser des époques, des famines, à traverser des maladies aussi. Donc, il y a un aspect technologique des fermentations. Puis, il faut aussi regarder que dans la nature, si on prend un microscope, il y a des bactéries, il y a un microbiote partout. Ouais. Sur notre peau, Ouais. à l'intérieur de nous, sur la table, etc. Tu sais, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, tu regardes ça, t'es comme, oh my God. C'est tellement assaini qu'il y a juste des super bactéries qui y résistent. Fait que c'est pour ça qu'ils parlent de maladies ou de contagions à même l'hôpital qui sont des fois plus dommageables que ce qu'on peut retrouver dans la nature. Donc, le microbiote il est partout, puis il s'adapte selon les espèces, s'adapte selon les milieux. Donc, on est tapissé de ça et maintenant, aujourd'hui, on découvre que bon, ça stimule le système immunitaire, c'est bon pour plusieurs processus internes à notre existence en tant que mammifère bipède. Donc, plus notre microbiote est en santé, puis est en relation avec le terroir dans lequel on est, un microbiote d'un Nord-Américain va être différent de celui d'un Sud-Africain, puis etc. Absolument. Puis il va être influencé par le mode de vie. Donc, on peut voir que si ton microbiote est adapté à ton environnement, ben toi, tu vas être adapté à ton environnement aussi. Donc, ça, c'est vraiment un des important. aspects, derrière la fermentation. Puis là, après, ensuite de ça, la fermentation, ben, ça a plusieurs fonctions. Une fermentation, ben, c'est une manière de conserver des aliments. On vient changer le pH, on rend ça plus acide. C'est un peu comme un vinaigre, ça permet de garder autant les légumes que les viandes, poissons, plus longtemps dans une époque où il n'y a pas de frigo. Donc, au final, on assure un backup alimentaire qui nous permet de traverser le temps. Puis aussi, quand tu regardes ça, mettons, si on regarde en Asie, les kimchi, ces affaires-là, ils mettaient beaucoup de pâtes de crevettes, de pâtes de poisson, ces affaires-là. Puis ça garde les valeurs nutritionnelles de ces aliments-là plus longtemps. Puis dans le temps où est-ce qu'on se déplace dans les montagnes, ben, ça amenait aussi des oméga. Les oméga 3 du poisson à travers un kimchi des vallées
bord de l'eau dans les monastères. Donc, il y a une très grosse influence des moines bouddhistes, entre autres, sur les processus de fermentation pour augmenter, dans le fond, le rapport de conservation nutritionnelle, etc., peu importe où est-ce qu'on se situe, tu sais. Fait que de vraiment pouvoir aider au commerce aussi. Ben oui, c'est ça, ouais. Puis là, ben, ensuite de ça, tu sais, l'alcool, c'est un autre univers, ça. Oui, Ça, on n'est pas dans... tu sais, il y a des alcools qui ont des propriétés médicinales en général, mais tu sais, c'est à petite dose. Mais l'alcool est aussi un élément festif, un élément extatique dans les rituels. Tu sais, l'alcool, on va en avoir dans toutes les cultures. Ben oui. Puis l'alcool est souvent en lien avec certains rites plus extatiques. Ben oui. Ça, même des moines aussi qui sont à l'origine de très bonnes recettes d'alcool bien connues, de fermentation avec les prunes, mettons, entre autres. Là. Exact, c'est ça. Puis c'est pas... c'est souvent ritualisé. La part du religieux dans la formation d'alcool aussi est intéressante. Là, je veux dire, là, on parle des moines en Asie, mais que ça soit des... Ici aussi, là, avec le miel, entre autres. C'est souvent un truc pratiqué par les prêtres, les abbés. Pendant la messe, on a servi du vin. C'est drôle de remettre en perspective la place de l'alcool dans nos civilisations, sociétés. Fait qu'on le comprend, dans le fond, c'est non seulement une technologie pour la conservation, mais même au niveau de, comme tu disais, au niveau même commercial, du marchandage, d'être capable de relier un pays, mettons, avec des zones plus isolées pour pouvoir faire profiter un peu justement des bienfaits ou du moins d'avoir une résilience commune, quasiment, on pourrait dire. C'est ça, puis l'aspect nutritionnel, de pouvoir faire voyager certains nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme justement les omégas, c'est quand même quelque chose que tous les humains ont besoin. Les oméga 3 particulièrement, qu'on retrouve plus dans les produits de la mer, en proportion. Ou dans la caméline. Ben oui, entre autres. La caméline, qui est une des céréales. C'est un crucifère, dans le fond. Qui aimerait se casser, qui a un équilibre plus grand d'oméga 3, oméga 6 par rapport aux autres. Qui était dans le fond la source d'oméga 3 pour les pays qui n'avaient pas accès à la mer, donc mettons l'Arménie, par exemple, le Kazakhstan, ces places-là. Donc une plante nordique riche en oméga. C'est d'ailleurs, parce que là, on a reçu Chantal pour parler de sa fameuse huile de caméline. C'est ça qui nous explique pourquoi ça a autant fonctionné au Japon, justement. C'est parce que c'est une huile qui avait un bon apport en oméga, puis que c'était une huile très nutritive. Puis que c'est ça qui a vraiment autant capté l'attention des Japonais là, sur son produit. Là. C'est intéressant, ça. C'est clair. Puis surtout au niveau torréfié, ça a des petites tonalités d'huile de sésame. Donc, ça rejoint la cuisine asiatique assez aisément. Assez facilement. Ben oui, nice. Puis justement, ben là, on peut pas, je pense, parler là, de tout ça sans adresser la belle bouteille qui est là sur la table. On va pouvoir la déguster, dans le fond, ensemble là, dans un autre segment qu'on va faire. Mais juste pour avoir une petite idée, là, vite, dans le fond, c'est quoi le produit que tu as apporté aujourd'hui? Là? C'est notre sauce umami, qui est un style shoyu. Nice. Éventuellement, on va changer pour vraiment l'appeler shoyu. Moi, j'avais besoin d'avoir une confirmation de mes maîtres brasseurs au Japon avant de appeler ça 100% shoyu. Parce que, dans le fond, je pensais que shoyu, il y avait soya dedans, le nom. Mais en réalité, non. OK. Fait qu'il y a une profondeur à shoyu que j'ai besoin d'explorer un peu plus, à savoir ce que ça veut dire. Parce que même pour certains Japonais, ils savent. C'est pas clair, là. C'est ça. Il y a comme un mystère autour de ça. Parce que finalement, pour remettre ça en place, donc une sauce shoyu, s'apparente à une sauce soya. On est un peu dans les mêmes produits, sauf que pour avoir ton petit tag shoyu dessus puis l'assumer, il faut que tu aies un produit qui soit je veux dire, je ne veux pas faire de l'appropriation culturelle d'une certaine manière, surtout que j'ai un grand respect pour ces cultures-là. Puis, de l'autre côté, on connaît beaucoup la sauce tamari ici au Québec. Le tamari, c'est un type de shoyu. Au même titre que la sauce soya qu'on appelle, souvent, ça va être un style koikushi, qui est un type de shoyu. Donc, grosso modo, il y a 6 différentes variétés de shoyu au Japon. Puis nous, on a un style plus osukushi, qui est un style moins longtemps fermenté. On parle de 8 mois de fermentation à 1 an. Qui va être plus léger en termes de saveur, moins corsé, qui va bien aller avec les vinaigrettes, aller avec le tempeh, le tofu, les poissons blancs, les agencements aussi caramel, sirop d'érable. Un caramel de sirop d'érable avec ce shoyu-là, c'est de la défonce. C'est sûr. Avec la poire, on a une super belle lien gastronomique avec la poire. C'est vraiment cool. Fait que on peut se donner des idées de
crêpes de sarrasin salé, fromage de chef, granola de Grenoble avec de la poire, puis un coulis de sirop d'érable et de shoyu. Ah ouais. Voilà, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des types de sauces qui sont comme un miso. On parlait du miso tantôt. C'est fermenté avec le koji. Et par contre, au lieu de le mettre en mode pâte de fermentation, on va le mettre en mode liquide. Donc, c'est une saumure salée dans laquelle on rajoute le koji et qu'on va brasser selon les températures, selon le temps, selon le type de recette qu'on veut faire. Puis, après de ça, ben là, cette sauce-là, elle est pressée. Il y a une partie solide qu'on appelle murumi qui va de côté. La partie liquide, elle, va être soit crue ou pasteurisée, décantée, refiltrée parce qu'il y a un dépôt qui se forme. OK. Puis ensuite de ça, c'est mis en bouteille. Nice. Donc, ça, c'est le processus. Puis le côté solide, le murumi, peut être utilisé aussi dans une autre étape de fermentation. Tu sais, on peut faire... C'est comme un miso un peu moins salé. Ça goûte un peu... Le nôtre, il goûte le Vegemite. Ah ouais? C'est un genre d'équilibre Vegemite avec des notes de beurre de pinot. Ben non. Ah ouais. Fait que c'est vraiment intéressant de faire des tartinades ou des choses comme ça avec, ou même d'en faire dans une sauce piquante, par exemple, d'amener du corps dedans. Donc Vegemite, fameux produit australien qu'on connaît très peu ici, mais comme parlant n'importe quel Australien, ils vont te parler de leur Vegemite. Mais... Dans le fond, c'est de la levure alimentaire en pâte. OK, c'est ça. Fait que c'est umami aussi, c'est salé. Ça ressemble un petit peu au murumi. Là. Ouais. Puis juste pour faire aussi le recap, dans le fond, là, justement, on l'a dit tantôt, tu reviens du Japon, mais c'est ça, une des raisons pour lesquelles tu étais allé là, entre autres, c'était avec ta sauce shoyu, puis pour continuer à approfondir un peu justement tes connaissances, ou du moins avoir des cues aussi par rapport aux brasseurs là-bas. Ouais, c'est ça. L'année passée, je suis allé au festival Kyoke Craft Revival. Yeah. Kyoke, c'est les barils de bois traditionnels. Puis ça s'est quasiment perdu au Japon. Dans le fond, parce que les gens les renouent. Tu sais, c'est 150 ans d'âge, un baril comme ça. Ouais. Puis pendant un temps, avec l'industrialisation, beaucoup de brasseries sont allées vers les cuves en stainless, les cuves même en béton. Ah ouais. Des choses comme ça. Ou en fibre de verre. Donc, le renouvellement des barils de bois, il se faisait pas vraiment. Donc, il y a de moins en moins de producteurs de barils de bois. Puis, il en restait juste un qui était rendu à 80 ans au Japon. Puis, mon maître brasseur, Yasuo-san, lui, il s'est rendu compte, lui, il voulait changer ses barils, puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne sauf lui qui le faisait. Fait que ce qu'il a fait, il a appelé des amis qui étaient charpentiers, puis ils sont allés apprendre avec le maître pour ramener ça au cœur de la tradition, puis parce qu'eux étaient rendus la génération qui avait besoin de renouveler leur baril. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis là, ils ont créé le Kyoke Summit, fait que le sommet sur la fabrication des tonneaux, qui relie producteurs de miso, de saké, de shoyu, de bière de patate douce, etc., qui utilisent les barils de bois à venir le faire ensemble. Fait que c'est un peu la célébration du Ben oui, le faire ensemble. Puis là, ben, c'est des super belles journées où est-ce que tout le monde est invité qui sont dans l'industrie. On fabrique ensemble les tonneaux. Le soir, on a des dégustations de shoyu. Dans le jour aussi. Puis le soir, ben, là, il y a shoyu, miso, il y a du saké, il y a des tablés de buffet incroyables pour goûter avec tout ça. Puis c'est un gros réseautage. Puis l'année passée, ben, je pensais pas que ça avait lieu. Puis la journée que je suis parti en avion, ben, la semaine avant, je me suis rendu compte que c'était le moment que j'y allais. Fait que dès que j'arrivais, c'était le festival. Ça se passait, là. Puis bon, fait que là, il a fait des bons contacts, etc. Ça a été vraiment une super belle connexion. Puis tellement que Yasuo-san m'a invité à brasser avec lui dans les barils. Là. Incroyable. Fait que l'année passée, déjà, on avait les mains dedans. Donc là, je leur ai dit, je reviens l'année prochaine. Donc là, j'avais pas le choix. C'était une promesse. C'était comme, ouais, tu vas revenir. Tu sais, ben, reviens, mais c'était important pour moi d'y retourner. Puis l'an passé, j'y avais emmené une bouteille pour qu'il goûte, puis il m'a donné des conseils. Puis là, c'est la nouvelle version, puis il était pas mal impressionné de ça. Fait que c'est, aller chercher du feedback, aussi comme contribuer à ce mouvement-là que je trouve tellement important, de garder ça vivant, ces savoir-faire traditionnels-là, parce qu'au niveau autant du goût que de la diversité microbienne, c'est super important. Ça a un rôle à jouer. Là. Un super gros rôle à jouer. Puis bon, tu sais, continuer à approfondir. Puis leur amener aussi des idées, parce qu'eux, veulent pas, les Japonais sont très bons pour amener un produit à un autre niveau, comme ils ont fait avec le shoyu, le miso, qui est d'origine chinoise, dans le fond.
Mais à la base, c'est d'origine chinoise. C'est ça, exact. Le koji, ça vient de Chine, dans le fond. Ouais. C'est les moines qui l'ont ramené au Japon. Puis là, de là, ça a été emmené. Puis les Japonais sont très bons pour raffiner des choses à des niveaux que personne d'autre va faire. Autant au niveau technologique qu'au niveau alimentaire. Puis, mais l'affaire, c'est souvent, il manque au niveau de l'innovation parce qu'ils sont pris dans un certain carcan qui fait en sorte que c'est limitant. Puis nous, les Québécois, on a cette faculté d'être très, très imaginatif et créatif. Des fois, on l'oublie tellement qu'on est dedans, tu sais. Ouais. On se dit, nouveau produit, ouais, OK, c'est cool, mais tu sais, non, mais genre, c'est rare dans le monde des gens qui font des fusions comme nous, on le fait au Québec, tu sais. Cool. Puis tu sais, peut-être au Canada, mais je parle du Québec aussi dans l'optique où est-ce que déjà, tu sais, Montréal est une ville très multiculturelle. On est déjà... La plupart qui parlent anglais un peu, au moins, puis français. On parle déjà 2 langues. On a une culture nord-américaine qui est atypique. Donc, ça crée les conditions favorables pour cette fusion-là, que là-bas, c'est moins. Puis malgré qu'il y a Sosan puis sa gang, c'est un peu des éclatés. Quand même, ça reste que des fois, c'est limitant comment ils peuvent réfléchir à ça. Puis même que Yasso-san, il est vraiment comme ça, étonné de ce qu'on peut faire avec d'autres ingrédients que le riz, l'orge et le soya. Ah ouais, mais c'est... Parce que toi, t'es allé travailler justement plus on le voit, là, le pois jaune, surtout pour même ton tempeh. Fait que ça, c'est vraiment pas commun là-bas. Là. C'est ça. Non, ils savent pas. On dit mamé, là, c'est un pois, mais comme... Pois chiche, OK, mais c'est pas un pois chiche non plus. Non, c'est ça. Fait que, de toute façon, les légumineuses, on sait tellement de variétés. Là. Ben oui, c'est ça. Même la caméline, c'est pas connu. À part, mettons, avec l'huile de caméline, on commence à la connaître, mais camérina, c'est comme, OK, canola style, OK, canola. Il commence à comprendre un peu. Mais de voir que c'est possible de sortir des sentiers battus, ça peut offrir des belles opportunités d'affaires parce que, nous, on utilise la caméline, mais c'est pas la caméline entière. On utilise le tourteau. Le tourteau, c'est le pressage. Donc, c'est l'après-pressage, qui est surtout dans le tourteau de caméline torréfié. Vu qu'il est torréfié, il est déjà pasteurisé, déjà nettoyé. Il est déjà prêt à l'usage pour nous. Donc, en travaillant comme ça, ça nous amène le côté torréfié, que le blé va être torréfié dans un shoyu traditionnel. Et en même temps, on va chercher le côté gras, même qu'il reste quand même du gras résiduel dans le tourteau, que le pois jaune n'a pas. Le pois jaune est zéro gras. Parce que le soya, il est gras, lui. Donc, on vient essayer d'équilibrer un peu tout ça pour créer quelque chose. Mais la seule affaire qu'on n'a pas là-dedans, c'est de l'amidon. On a des glucides du pois jaune, mais on n'a pas d'amidon. Chose que le riz ou l'orge va avoir. Donc, les sucres vont se digérer différemment. Il faut faire attention comment on brasse. Sinon, on va avoir une sauce qui ne sera pas sucrée pantoute parce que les sucres vont être transformés en alcool puis il va s'évaporer. Donc, il y a comme un jeu là-dedans. Nice. Que j'apprends avec Yasso-san puis que lui aussi apprend de son côté parce que je joue avec des choses. Fait que c'est le fun. Puis le tourteau, c'est une belle option de revalorisation parce que c'est un sous-produit qui devient un sous-produit. Et ce sous-produit-là, il y a un sous-produit qui est le moromi. Donc, on vient augmenter les échelles de valeur. Puis sur Shodoshima, l'endroit où je vais au Japon, c'est 97% des huiles de sésame grillées sont faites sur Shodoshima pour tout le Japon. Fait que du tourteau de sésame, il y en a. Là. Et en plus, c'est la seule île du Japon qui produit des olives. Fait qu'ils ont aussi des résidus d'olives. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, ça cogite. Ça cogite dans ma tête à ce niveau-là de dire comme peut-être qu'éventuellement, là-bas, peut-être juste m'amuser quand j'y vais pour leur faire découvrir comme, hey, avec les résidus que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez faire des choses, tu sais. Fait que c'est un partage culturel, tu sais, que je trouve pas mal, tu sais, ça nourrit beaucoup mon âme. Ben oui, c'est clair. Mais pour vrai, c'est fantastique, là, juste d'en entendre parler aussi, tu sais, que premièrement, de ramener des connaissances, puis un art qui a été fait là-bas, puis comme tu disais, venir puis l'adapter ici avec notre terroir ici, puis d'apporter ces techniques de fermentation-là. Je pense que c'est comme déjà là, c'est quelque chose d'incroyable, qui est un gain immense pour nous, en fait, là, tu sais. Puis de savoir qu'après ça aussi, il y a vraiment un bel échange qui peut avoir lieu avec ça, tu sais, où ce que tu rapportes après ça, tu rapportes des connaissances fort de tes expérimentations, tu sais, tu peux partager ça, puis apporter, comme tu disais, une vision qui est un peu plus émancipée à certains égards de paramètres plus limitants, tu sais. Puis même pour eux, ça va être, c'est ça, Yasso-san nous a trouvé ça super rafraîchissant là, de te voir arriver en mode électron libre. Je trouve ça drôle. Il jugeait dessus à un certain moment, peut-être, un peu. Il jugeait dessus, tu sais, d'essayer de sortir justement des fois. Tu le disais, on un style peut-être plus traditionnel. Fait que toi, te voir arriver avec un
il est pas dans cette optique-là. Lui, il goûte. Puis À partir de là, il se fait une idée. L'année passée, on était 3 étrangers qui étaient là, puis de loin, ma sauce était celle qui a étiré le plus l'attention. Fait que de là, si tu gagnes plus le respect, puis ensuite de ça, oui, il y a comme un aspect de suivre la tradition, puis ensuite de ça, bon, t'es invité au restaurant, comment tu te comportes au restaurant avec eux. Ils sont pas très rigides, ce groupe-là, particulièrement. Ils sont plus, comment je l'ai nommé cette année, j'étais comme, dans le fond, c'est des Japonais traditionnels et non conservateurs. Dans le sens qu'ils n'ont pas la rigidité du conservatisme, mais ils ont les valeurs traditionnelles c'est beau, ça. qui les habitent. Fait que c'est vraiment le fun de jouer avec ça. Puis de jouer sur les lignes de la tradition aussi. C'est drôle. C'est vraiment le fun. Nice. Ils ont un bon sens de l'humour. Ah ouais. Puis là, tu disais, ils t'ont pas, vous êtes allés au restaurant ensemble, il y avait comme un genre de... Ils tâtaient un peu le terrain avec toi? L'année passée, ils m'ont invité directement à la fin du festival. OK, c'est ça. Avec la gang. Puis cette année, là, c'était un autre restaurant plus qu'il faut que tu sois invité pour y aller. C'est vraiment juste comme. Puis il faut que tu sois invité plusieurs fois, puis que le propriétaire du restaurant t'accepte dans la guest list pour que tu là. Wow. Fait que c'était vraiment une honneur, dans le fond. Ben oui. On était juste 6 autour de la table. Fait que Viviane, moi, puis Yasso-san, puis avec les charpentiers. Okay, c'est vraiment un beau moment de ça. Puis bon, c'est le saké. Souvent, c'est autour du saké que les choses se passent. Puis le saké, là-bas, tu peux pas te servir du saké. Il faut que tu serves les autres, puis les autres vont te servir. Fait que c'est drôle parce que tu peux pas boire trop vite, sinon ils vont juste te servir. Puis là, puis le saké, c'est dangereux. Tu peux perdre la carte, là, parce que ça déshydrate, c'est sucré. Ben oui, c'est ça, c'est sucré en plus de attention non plus de pas perdre la carte devant eux autres. Puis en même temps, de t'assurer de les servir aussi. Oui, c'est ça, de rester à l'affût. Puis là, il y a un moment où on était avancé dans la soirée, puis là, j'arrive pour servir Yasso-san, puis là, il niaisait avec son verre, il voulait comme pas vraiment. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai regardé dans les yeux, puis j'étais allé vers mon verre comme ça. Fait que là, tout le monde s'est mis à rire, parce que tu fais jamais ça, tu sais. Mais en même temps, c'était comme tellement approprié parce que Yasso-san, il est tannant. C'était vraiment très drôle comme moment. Wow. Il y a un bel échange social, c'est clair, man. C'est ça, fait que comme culturellement, l'humour traverse. Toujours l'effet de bordure. En permaculture, on parle de cet effet de bordure-là. C'est-à-dire, entre la forêt et le champ, il y a une bordure où est-ce que les deux écosystèmes se rencontrent et que la biodiversité est plus riche. C'est un peu ça aussi entre deux cultures. Il y a comme un effet de bordure, puis à travers l'humour, tu peux traverser un peu. C'est beau, man. Wow, c'est fort. C'est le fun. Nice. Merci pour ce beau partage-là. De retour un peu à nos moutons. Ben oui, j'espère. Pour continuer un peu dans la veine de la fermentation aussi en soi, justement, je trouve que ça serait intéressant de parler aussi de savoir en tant que tel. De la même manière que justement, il y a eu le Kyoke Craft Revival, qui était. Le but, c'est de garder un savoir-faire, puis qui continue à se propager. De la même manière, je pense que la fermentation doit être un art qui se propage. Mais comment ça s'est propagé, justement, à date? Qu'est-ce que nous, on a gardé, mettons, ici, de vivant? Puis, est-ce qu'il y a des trucs quand même par ton expertise, tu sais qu'on a comme un peu perdu ou qu'on gagnerait à retrouver, à gagner? Là-dessus, je te dirais que l'industrie du fromage a mangé une méchante claque avec la crise de l'hystériose. Puis ça, on peut se poser des questions sur comment c'est arrivé. Puis on avait un terroir incroyable de fromage cru, le lait cru au Québec. Aujourd'hui, on importe du fromage de lait cru d'ailleurs, mais on a de la misère à comme accepter qu'on pourrait le produire ici. Là, je parle des autorités. Là. Puis on a du lait de très bonne qualité, autant de Jersey que de Holstein, que de brebis, que tu sais, limite, là. Fait que il y en a qui commencent à arriver, là, des fromages de lait cru, mais c'est très niché puis c'est très, très cher à soutenir, tout ça. Pourtant, c'est un savoir-faire traditionnel depuis toujours. Fait qu'il y a comme un côté anal de nos institutions par rapport à que ce soit salubre. Ouais, c'est ça. À des niveaux que, tu sais, je veux dire, c'est pas partout dans le monde que c'est comme ça, puis ils sont pas plus malades. Là. Ben oui, c'est mais ça. même ils sont plus en santé. Pourquoi? C'est parce que, tu sais, donc, tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du fromage, pas qu'on l'a perdu, le savoir-faire, mais c'est qu'on a perdu l'accès à cette diversité-là, tu sais. Puis bon, même affaire avec les quotas de lait, puis le lait cru, puis tout ce côté-là, c'est dommage parce que les pays nordiques, on est des producteurs laitiers. Tu sais, le Japon n'a pas vraiment de produits laitiers, un peu, mais très rare. Donc, tu sais, ici, c'est un peu une de nos forces de terroir, on est même réputé pour faire des bons fromages, mais on a une industrie qui s'est fait couper l'herbe sous le pied.
Donc ça, c'est une chose que je trouve déplorable. On voit de plus en plus du pain au levain, tant mieux. Ça, c'est super. Les microbrasseries qui ont l'effervescence, les sites de glace, tout ça, je trouve justement, on a créé des choses qui n'existaient pas. C'est vraiment intéressant. Innovation d'ici, de Donham. Quelque chose s'est créé par... Maintenant, est un mouvement à l'échelle mondiale. C'est ça. Ça, c'est super. Puis sinon, on pourrait continuer à essayer de trouver des choses qu'on a perdues, mais en même temps, de l'autre côté, la mondialisation puis l'Internet fait en sorte qu'on découvre des nouvelles choses. Absolument. Aussi. Donc là-dessus, je pense aussi, mettons, parenthèse, on parle du lait, mais aussi de la viande, les saucissons. Les viandes de Charlevoix, elles font un excellent saucisson, mais il n'y a pas tant que ça des saucissons qui n'ont pas de nitrite dedans, puis de nitrate pour comme garder la couleur. Mais on s'en fout de la couleur, dans le fond, parce que pourquoi manger des choses qui sont nécessairement belles quand ils sont toxiques? Donc, on est dans un univers d'additifs pour certains critères qui, dans le fond, ne nous font pas du bien. Donc, il y a comme un ménage à faire à ce niveau-là, puis se réapproprier on va dire, le dirty clean, c'est ça de même, mais dans le sens que c'est vivant, c'est pas mauvais, c'est juste que ça peut paraître étrange, ça peut paraître sale. Ça. De voir le saucisson un peu noirci avec des fois des petites pellicules de whatever, mais au final... Ou le fromage, avec comme la croûte que t'enlèves. C'est ça. That's it. Parce que justement, c'est pas un fromage qui est comme hyper transformé. Donc, il y a beaucoup à faire. Puis ensuite de ça, c'est le savoir-faire de traditionnel de le transmettre d'un à l'autre. Ma grand-mère, elle cannait des affaires. Ça n'avait pas rapport. Le travail que ma grand-mère pouvait faire pour la conservation puis les transformations, puis tout ça, c'est dans un livre. On a accès aux livres, nous autres, dans notre famille. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Puis il y a une grosse coupure qui s'est faite avec l'industrialisation d'une génération à l'autre. Puis là, nous, on est comme la génération qui veut se retourner à ça, ramener ces savoirs-là. Donc, par le partage, puis les activités un peu comme au kimchi, c'est une belle manière de comme se réapproprier ou s'approprier un savoir-faire, puis le cultiver, le rendre plaisant pour que ça continue dans le temps. Si c'est plate, ça va pas continuer dans le temps. Si c'est pas goûteux, ça va pas continuer dans le temps. Si ça ne fait pas du bien, c'est ça. Donc, c'est là-dessus qu'il faut regarder. Super intéressant. Tu t'en allais en plus tout naturellement vers où on se dirigeait, mais tu sais, justement, là, j'aime ça. En plus, tu l'as rappelé un peu tantôt avec les Japonais, mais tu sais, ta gang qui était, tu disais, plus traditionnelle que conservatiste. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi de chez toi que tu veux nous ramener des traditions, puis tu l'as parlé, tu sais, t'as quelque chose de fort. Ta grand-mère qui vous a laissé un leg de son livre de conservation, c'est débile, mais comment justement retourner vers ces valeurs plus traditionnelles aujourd'hui dans un monde où on veut de l'efficacité, on veut gagner du temps partout. La célébration du kimchi vient répondre un peu à ce besoin-là de retour peut-être un peu au traditionnel. Fait que très beau modèle que j'ai envie que tu puisses nous partager puis nous expliquer comment que c'est né, cette histoire-là. Yes. Dans le fond, on se met en contexte brièvement, c'est quoi la célébration du kimchi? C'est un modèle de production participatif où est-ce que tout le monde est invité à venir à la ferme, faire de la choucroute, faire du kimchi ensemble, apprendre comment faire. En échange de sueur, tu as du kimchi. Puis c'est vraiment basé par la communauté pour la communauté. Fait que on peut produire des volumes à échelle humaine comme ça sans nécessairement avoir un coût de production qui nous dépasse. Puis ça, c'est né à l'époque avec mon ami Conrad, qui c'est lui qui a parti la ferme dans le vent à Saint-Adrien. Il y a également le comptoir Saint-Vrac, qui est l'épicerie de village. Très bon projet, ça aussi. Puis dans le fond, la recette du kimchi doré, c'est lui qui l'a travaillé parce qu'il avait besoin de quelque chose pour son système digestif. Il fallait qu'il se nettoie. Il fallait que ça fasse du bien. C'est ça qu'il a fait. Il a pris une recette générale, puis il a comme tweaké avec le temps. Puis des fois, j'allais chez eux, on travaillait ça ensemble, etc. Puis on partageait ça aux amis. Puis les amis étaient comme « C'est bon, ça, on en veut. » On a fait un 50 kilos. « Hey, c'est bon. » Puis là, c'est comme rendu à 150 kilos dans le sol chez ma mère. C'est comme, ça sent. Puis en même temps, c'est de la job. Puis nous autres, veux pas, on était sur une démarche de permaculture, de se poser des questions sur comment on peut s'inspirer des principes de permaculture en dehors du jardin. En dehors du verger, tu sais, de se dire... Permaculture humaine. Hein. Permaculture humaine. Puis à l'époque, il y avait le livre venait de sortir, là, Entreprise régénérative de Ethan Rowland puis Landua, Gregory Landua.
Puis bon, nous, on était dans cette mouvance-là, l'économie régénérative, les entreprises régénératives. Fait que on s'est dit, ben là, on a un produit que les gens veulent. Fait qu'on a une opportunité de régénérer du capital humain avec ça, puis aussi un capital culturel. Oui, ben oui. Puis en même temps, ben là, c'est d'autres types de capitaux expérientiels, etc., qui embarquent là-dedans. Donc là, on s'est dit, ben, les gens veulent du kimchi, qui viennent le faire. Ça a commencé ça en 2015, première célébration du kimchi en Estrie. Nice. Puis on a fait 1,5 tonne en 6 jours avec peut-être une 50aine de personnes qui s'alternaient là, cette semaine-là. Fait que ça a été un bon premier pitch. Ouais. Puis là, on était quand même, c'est le fun. Oui, c'était épuisant. Je veux pas, première fois, c'était épuisant. On s'est dit, on tient quelque chose. On tient quelque chose qui est vraiment en lien avec ce qu'on veut faire comme impact. Fait que d'année en année, on a continué à peaufiner le modèle, à avoir d'autres partenaires. Parce que dès l'année 1, qu'on a fait 1,5 tonne là, à la cabane à tuc, à notre ami Simon. Oui. On a fait 150 kilos, juste entre amis, comme ça. Puis là, ben, maintenant, l'année d'après, ben là, ça n'a pas été 150 kilos, ça a été comme un 4 barils de 200 litres. Wow. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, d'année en année, on réinvestissait tout ça dans le modèle. Parce qu'après ça, les volumes supplémentaires, on les commençait à en vendre. Marché de solidarité, des places plus nichées. Ouais. Puis dans notre réseau qu'on avait déjà établi avec le temps, parce que nous, on était les nomades. On se promenait d'une ferme à l'autre, d'une place à l'autre. On posait des questions à nos producteurs. Il y a à la ferme de Mafé en Beauce qui font du miel, puis qu'eux autres, ils ont des génétiques d'abeilles mélangées super intéressantes. On a eu des bonnes discussions sur comme les enjeux agricoles. Puis, il y a vraiment une... Yves Castera, là, ce personnage-là de la ferme de Mafé, là, il a vraiment creusé, lui, là-dedans. Fait que, aller le voir, d'aller un peu comme podcast, mais non enregistré. Donc, on avait un beau réseau. Donc, c'était le fun d'emmener ce produit-là puis de le faire découvrir. Puis éventuellement, ben là, les couples l'effet versant est né de ça. Mais la structure, ça le faisait pas. C'était trop pesant. Donc, c'est là que Conrad, lui, est parti de comptoir Saint-Vrac. Puis moi, j'ai décidé de continuer avec Symbiose Alimentaire. Puis faire... c'est là que Suzanne, ça faisait 5 ans que je travaillais dans le miso pareil. Je travaillais dans le miso. On faisait du kimchi. On réinvestissait tout dans le produit du kimchi. La production puis le modèle. Ouais. Puis à un moment donné, Suzanne est comme, je pense que t'es mûr pour faire ton entreprise, parce que j'avais plein d'idées. Puis puis là, c'est là que Symbiose est né. Puis on faisait plus juste Sainte-Catherine-d'Attelée en coin de Magog. Puis Tremblant, on faisait aussi la ferme Cadet-Roussel. Puis là, le comptoir Saint-Vrac à Saint-Adrien. Nice. Puis quand je suis revenu dans le Nord, dans les Laurentides, ben c'est là que j'ai rencontré Charles. Ben oui. Le jardin de Capozois. Puis comment cette rencontre-là est arrivée, en fait? C'était, dans le fond, moi, j'étais voisin. Je louais la maison à côté de la cabane à tuc. Puis à côté de ça, il y a le jardin Sans Pépin, qui est notre jardin où est-ce qu'on produit tous nos légumes pour la célébration du kimchi, puis la cabane à tuc, puis aussi les familles du réseau, là, tout ça. Puis c'est un peu l'endroit où des anciens fermiers de la ferme Petits Oignons vont farmer leurs parcelles. Puis c'est comme qui va slow down un peu l'intensité de la production, tu sais. Faire leurs affaires. Fait que il y a une couple d'anciens de là-bas qui sont installés là, faire la production. Fait que nous, on gravitait là, puis on avait fait notre pendaison de crémaillère, puis Charles est apparu à la pendaison de crémaillère. C'était comme le petit gars de Québec, tu sais, comme dans l'énergie. Charles, il a passé un step entre quand je l'ai rencontré puis aujourd'hui en termes de clarté d'esprit, puis de comme où est-ce qu'il s'enligne dans la vie. Là. C'est vraiment beau à voir. Entre quand je l'ai rencontré, puis maintenant, comment il est devenu un très bon ami, puis un partenaire de croissance, croissance spirituelle aussi, pas juste croissance de production, puis de tout ça. Alors, on le salue. Salut, man. Salut, Charles. Pour remettre un peu de contexte, c'est parce qu'on en parle comme ça de façon hyper familière, parce que nous, on s'est installés aux éboulements, puis donc une autre ferme qui était dans le coin, la ferme Capozois, qui est maintenant détenue par Laurence et Charles. Mais ça a été les premiers qui nous ont vraiment accueillis, puis tu sais, comme à bras ouverts, puis tu sais, bienvenue, tu sais, puis ça a été tout de suite une super relation de collaboration qui s'est installée, puis déjà, c'est ça, il y avait cette relation-là avec toi, la célébration du kimchi qui en était à ses premières années quand même. Fait que c'est ça, c'est juste, pour nous, c'est devenu rapidement un ami, puis ça nous a mis en lien avec toi, puis à tout ce bon monde qui gravite dans le Québec, parce que vous gravitez dans le Québec. Puis sérieux, tu sais, comme je trouve ça tellement motivant, parce que c'est beaucoup de travail pour nous, tu sais, de partir pendant un mois de la maison, faire la virée,
c'est super le fun, mais tu sais, je le fais aussi de cœur parce qu'on tisse des liens. Puis de voir comment cette année, tu sais, ça a été l'année 3 de la célébration du kimchi à Charlevoix. À Charlevoix, puis de voir la quantité de personnes qui ont débarqué, le show de musique qu'il y a eu, la soirée pizza, Ben oui. tu sais, tout ce qui se greffe autour de la production, tu sais, ça me fait tellement magique, bien. Une journée, on était 60. Ouais, c'est ça, c'était fou. J'ai jamais vu ça. C'était fou. C'était juste trop. Puis tu sais, c'est ça aussi. C'était année 1, avec Charles, on a fait comme 3 barils de 200 litres. Après ça, l'année d'après, on a fait 6 avec Élie, Rose et Lyon, qu'on salue aussi. Oui, salut Élie. Puis c'est ça. Puis là, ben, cette année, on a fait pas loin de 18 ensemble. Doudou. Tu sais, c'est comme... Puis là, vous autres, avec les piments forts, ça embarque, tu sais. Puis c'est comme... C'est plus facile à tenir une croissance comme ça en gang, surtout dans le monde alimentaire puis agricole, avec les moyens qu'on a. C'est de ne pas rentrer dans des gros investissements, des grosses patentes, de vraiment rester à échelle locale. Tu sais. C'est beaucoup plus simple. Ben, pas plus simple, c'est complexe, mais c'est plus soutenant. C'est plus encourageant. Vraiment. D'y aller comme ça. Parce qu'il y a une complexité humaine qui est quand même non négligeable. C'est plein d'esprits qui travaillent ensemble. C'est comme... C'est des meetings. Ça prend des outils de gestion d'inventaire comme on a créé sur le fly ensemble. Pour comme mitiger les risques puis les flux financiers puis se dire, OK, tu sais, comme on est tous ensemble là-dedans. On a de la clarté sur les chiffres, mais comme c'est de la fermentation. Ça prend son temps. On n'est pas pressé. Ça, c'est de s'inspirer des différents types de production là-dessus. C'est toujours des bons cues. Tellement, man. Super intéressant. Puis justement, prenons la peine aussi de le nommer. Ben, juste pour clarifier aussi, c'est ça, dans le fond, là, ça se passe à Charlevoix. Puis là, l'année passée, puis même l'autre d'avant, je pense, ça s'était passé au Jardin des Chefs, dans le fond. Les 2 dernières années, c'était au Jardin des Chefs. Puis la première année, c'était vraiment à la ferme de Capozois, dans la Seine-Étable. On avait taqué des polytènes. Puis mettre de la clarté aussi. Les gens nous posent la question, mais as-tu droit, le MAPAC, de produire comme ça, etc. Ben, nous autres, les premières années, on était vraiment underground. Guérilla vibe. Là, on s'est fait pogner au marché de North Atlee à vendre du kimchi, pas de permis. Mais le MAPAC est là pour travailler pour nous. C'est pas des policiers méchants. Là, ils travaillent pour nous. Fait qu'on va les faire travailler pour nous. Fait que moi, je leur ai dit, regardez, notre modèle, nous autres, c'est ça. Fait que comment on fait? Comment on fait pour que ça marche? Puis là, ben, l'inspecteur, à l'époque, il me dit, regarde, dans le fond, les bases, là, ça te prend un toit au-dessus de ta tête, ça te prend un plancher en dessous de tes pieds. Un plancher, ça peut être un plywood ou des palettes. Ben oui. Ça te prend des surfaces dures, lisses, lavables. Fait que tu as des tables en plastique poreuses, tu mets un plastique par-dessus, puis c'est réglé. Ça te prend l'accès à l'eau chaude, eau froide pour faire ton lavage de main, lavage d'équipement. Puis ça te prend un assainisseur. There you go. À partir de là, le filet à cheveux est même pas obligatoire. C'est juste une question de ne pas avoir des poêles dans la bouffe, puis c'est très, très légitime aussi. Mais c'est pas genre un règlement qui va. C'est juste tu perds certaines cotes. Ça peut jouer sur ta cote de salubrité. Mais c'est pas un must là non plus. C'est ça. Fait que faut arrêter d'avoir peur du MAPAC. Faut plus être en avant puis les faire travailler pour nous. Absolument. Puis bien dit, c'est le fun. On fait la paix un peu avec le MAPAC. Ben oui, puis je trouve que c'est une attitude intéressante aussi, qu'au final, on switch un peu la perspective, que c'est une instance juste comme simplement contraignante, puis au contraire, il y a sa raison d'être. Puis comme tu dis, si t'es à l'avant de la parade, puis après ça, on montre on montre des modèles existants qui sortent un peu de ce qui a été vu, mais après ça, on peut recadrer, ouvrir la voie aussi pour d'autres. Puis ça, c'est Suzanne qui m'a enseigné ça. À l'époque, Suzanne est technicienne des aliments, fait que elle a quand même des diplômes qui assurent ça. Mais elle a dit au MAPAC, au début, le MAPAC ne voulait rien savoir de ça, de faire la fermentation de miso. Mais elle a dit, moi, je vais vous former. Vous ne savez pas comment le cadrer, moi, je vais vous former. Wow. Puis c'est de même que ça a permis à ce que le miso soit là aujourd'hui. Wow. Fait que c'est de voir aussi le MAPAC comme des êtres humains, avant tout, qui sont là pour aider, qui sont pas là pour faire chier. Puis bon, il y a des personnalités comme il y en a dans tous les domaines. Mais ils aiment ça, les gens aiment ça aider les autres en général. Fait que c'est de leur permettre de pas être sa défensive en partant aussi. Ben oui, tellement. Puis ça retombe aussi dans une perspective de travailler ensemble et non de lutte. C'est ça, un moment donné, j'ai l'impression que c'est important d'avoir cette perspective-là aussi. Même
d'une manière plus personnelle aussi, tu sais. Parce que j'ai l'impression que des fois, des feedbacks qu'on a, ou tu sais, peu importe, je veux dire, quand t'es en lutte, ben, c'est quelque chose d'exigeant, Ben oui. chronophage, énergivore. Fait que, ouais. Super intéressant. Puis revenons. C'est ça, revenons à la célébration. Ouais, c'est parce ça, que là, exactement, on en on parle, allait c'est loin. beau, mais pour comprendre vraiment ce truc-là plus précisément, c'est quoi le concept, comment que ça fonctionne, puis que dans les chiffres, ça fonctionne finalement, puis que tout le monde est content, puis tout le monde a réussi à tirer sa part du jeu. Là. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais comment ça fonctionne. En gros, pour un participant, Mhm. tu t'inscris, il y a un dépôt. Si tu viens, on te le rembourse. Si tu viens pas, tu le perds. C'est pour l'engagement. Ouais, nice. Après ça, tu arrives sur place le matin. Tu as plein de stations de travail. Tu as le rempage de choux, tu as les Le pichages de fameux rempage de choux à 2 mains sur la mandoline. Tu as des tâches qui sont plus physiques, tu as des tâches qui sont plus méditatives, genre éplucher l'ail, c'est méditatif. Il y a des stations comme ça, tout le monde trouve son compte. Dans l'après-midi, il y a un atelier de plus théorique que moi je donne pendant que la production continue. Fait qu'il y en a qui produisent pendant ce temps-là, puis moi, on parle lactofermentation. C'est quoi les principes, comment on y arrive, etc. Comme ça, vous savez quoi faire, comment faire. Puis à la fin, on vous envoie aussi un document sur la recette, comment faire à la maison. Tout ça, t'sais. Fait que le côté plus éducatif, comme c'est le temps de poser des questions, c'est le temps aussi même de déroger un peu du sujet puis d'aller vers le tempeh, puis c'est quoi du koji, tu sais, on aime ça jouer aussi là-dessus parce que d'année en année, il y a des gens qui reviennent puis qui deviennent plus des experts là, en lacto, fait qu'ils veulent explorer autre chose aussi. Fait que ça, c'est le fun d'avoir aussi la communauté grandir à ce niveau-là. Puis après ça, en après-midi, on continue la production. À la fin, tu notes tes heures. On a un fichier, tu notes tes heures, puis ça équivaut à un nombre X de lactofermentation que tu as accès à des moments où est-ce qu'on rouvre les barils, mais aussi que tu peux demander ta part quand tu fais une commande en ligne. Fait que nous, on fait juste réduire le coût, puis ça joue comme ça. Fait que ça, le participant, lui, plus il est haut gradé, plus il gagne de lacto à l'heure. En gros, c'est ça. Plus qu'il est expérimenté puis qu'il monte aux autres. Je savais même pas. On a une gamification de ça qui est à clarifier un peu plus, mais qui s'en vient avec le nouveau site web. Ça va aider à jouer avec tout ça. Puis après ça, de l'autre côté, nous autres, les producteurs, autant producteurs de matières premières que nous autres, comment ça fonctionne, c'est que vu que on n'a pas besoin d'investir des milliers de dollars dans des gros équipements puis des gros frais fixes d'une bâtisse puis tout ça pour produire de la lactofermentation puis c'est ça, parce qu'on a des bénévoles qui viennent dans le fond, en échange de matières premières dans le fond, c'est aidant. Ouais. On a un surplus, si on peut dire, de capital financier qu'on peut jouer avec. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne plus aux producteurs maraîchers. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je sais que la quantité de tonnes de choux qu'on ramasse à chaque année, on peut avoir un prix, à l'époque, là, je sais pas aujourd'hui, mais il y a à peu près 2 ans, j'ai à l'époque, mais la pandémie a fait ça dans le dash. Quand même joué, là, oui. Mais on pouvait payer 45 cents, 50 cents la livre le chou bio sur certains producteurs de gros. Puis j'avais posé la question même à l'époque au Vallon Maraîcher, j'avais dit, faites-vous de l'argent avec ça? Il dit, on perd pas d'argent, on n'en fait pas vraiment, mais c'est comme un produit d'appel, puis ça permet de faire rouler la production, puis ça. Mais je dis, à combien ça vaudrait le coup? Il dit, 75 cents la livre, là, ça serait bien, tu sais. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je donne le double. Fait que je donne 1,10 la livre depuis 8 ans. Je donne 1,10 la livre, qui est le prix détail. Pendant un bout de temps, ça a été le prix détail que tu pouvais acheter un chou. Fait que ça donne le kit au double pour les producteurs, ce qui fait en sorte que t'as pas besoin de te squeezer. Le chou, c'est pesant, c'est de la job. T'as pas... Moi, je préfère que les producteurs travaillent en sol vivant, qu'il y ait des approches permacoles, qu'il y ait dans cette direction-là. Fait que c'est un peu notre manière de réinvestir directement dans le modèle sans passer par un autre système. C'est-à-dire, on t'achète, on te donne plus, tant que tu continues tes démarches dans cette direction-là. Puis de l'autre côté, nous autres, on peut se le permettre parce qu'on a des gens qui s'investissent dans la production, qui viennent donner un coup de main. C'est supporter l'agriculture. Fait que nous, on est cet entre-deux-là qui permet que les gens aient un prétexte pour venir facilement donner un coup de main. Puis qu'il y ait un retour sur investissement pour tout le monde chez les producteurs. Puis nous, de notre côté, on va rechercher notre plus-value dans un volume de production. Au lieu de faire... on fait 14 tonnes de lactofermentation en ce moment à échelle humaine par automne. On n'a pas des gros frais fixes à ça.
On vient valoriser des chambres froides, des espaces qui sont à ces moments-là, des fois, comme on vient donner un boost à ça. Tout le monde tire son épingle du jeu. Les producteurs, après ça, ont un produit de valeur ajoutée qu'ils peuvent mettre en vente dans les marchés publics, etc. Oui. Nous, on assure qu'on a un inventaire suffisant pour répondre à une demande grandissante, sans nécessairement devoir tout supporter. Ouais. Fait qu'au final, ça se tient tout ça. Puis d'année en année, ça va de plus en plus. Puis nous, ben, on gère 2 inventaires. On gère Tremblant, puis on gère Sainte-Catherine-d'Athlée. Okay. Fait que nous, on va chercher aussi un profit dans la vente de ces inventaires-là. Mais comme, par exemple, à Charlevoix, ben, la majorité du profit, elle est par la ferme qui revend. Ouais. Ensuite, Ben fait que nous, on est comme un peu plus un transformateur qui vient, mais on a notre entente entre nous, puis que nous aussi, on a notre part là-dedans à partir de la production, qui est moins grande parce que c'est pas nous qui le vendons. T'sais, on vend comme en gros. Fait que c'est là que c'est intéressant. Donc, c'est un modèle qui s'adapte. À la ferme Cadet-Roussel, par exemple, on transforme leurs légumes sur place, puis c'est lacto-fermenté, puis quand c'est rendu le temps des paniers d'hiver, on y retourne, puis c'est nous qui mettons la mise en pot. OK, nice. Donc, c'est là que nous, on recale toute la gang qui sont venus. Ils disent, venez chercher votre part, c'est le temps. Ouais. On met en pot si vous voulez faire plus d'heures en échange, c'est le temps. Puis on met tout en pot pour les paniers. Puis ensuite de ça, ben nous, c'est comme ça, on offrait aussi le service de mise en pot. Wow. Fait que là-bas, ben, ils payent un peu plus cher le pot, mais au final, c'est tout clé en main. Fait que c'est ça. T'sais. Mais c'est ça que je trouve d'autant plus impressionnant dans ce modèle-là, puis d'autant plus avant-gardiste, d'avoir quelque chose où il y a non seulement il y a une adaptabilité selon le milieu puis selon la réalité des producteurs, mais que vraiment ça soit fait d'une manière à ce que tout le monde puisse y trouver son compte aussi là-dedans, puis pouvoir en bénéficier, puis après ça, le réinvestir dans le projet, que ce soit sinon dans des approches plus permacoles ou plus durables au niveau de l'agriculture. Il y a vraiment quelque chose qui est visionnaire, justement, là-dedans. Là. Oui, bien, c'est ça aussi. La mission d'une entreprise régénérative, c'est que son rôle écologique soit rempli à terme par l'écosystème. Que tu aies versus dire je garde mes recettes pour moi puis je m'assure de ne pas partager le savoir-faire pour être le seul à le faire. L'entreprise régénérative est là pour régénérer le capital culturel pour qu'éventuellement le besoin soit comblé par la communauté. Fait que c'est pour ça qu'on partage, on montre comment faire, etc. Parce qu'il y en a qui nous posent la question, t'as pas peur? La journée que quelqu'un va sortir un kimchi doré, industriel. Puis comme, ben, vas-y, tu sais, c'est ton karma, man. Nous autres, on est déjà là. On est déjà là, on est déjà établi, on fait nos affaires, on a nos recettes. Puis c'est des recettes qui servent la communauté agricole. Fait qu'on n'a pas peur. On est plus dans la journée où si c'est ça, ben, tu sais, comme, déjà là, on regarde nos compétiteurs, les prix. On est hyper compétitif, même qu'on est rendu moins cher que certains compétiteurs parce qu'on n'a pas absorbé l'inflation de la même manière. Donc, tu sais, il y a tout ça. Puis, pour revenir aux entreprises régénératives, de régénérer le capital pour pouvoir se libérer la mission, ben, tu sais, moi, personnellement, tu sais, dans tout ça, j'ai mes objectifs d'éventuellement former assez de gens autour de moi pour plus avoir à tenir la célébration du kimchi comme je l'ai tenu, tu sais, dans le passé. Fait que déjà là, tu sais, je veux dire, ça fait 2 ans. Mais Louis, ça fait 4 ans que Louis est mon bras droit. Fait que Louis, c'est comme le master de l'ergonomie de travail puis de la mise en place. Louis est comme, tu sais, puis il fait d'autres tâches aussi dans Symbiose, mais comme c'est mon partenaire qui fait en sorte qu'il m'enlève tellement de... Tu sais, ça fait 2 ans que je travaille comme pour 1, pas pour 4. Premières années, c'était intense, c'était mettre ça en place. Puis là, cette année, il y a eu Martin aussi qui était mon bras gauche. Martin, plus dans le hosting, plus dans comme s'assurer que tout le monde manque de rien, puis qu'on ait les lunchs au bon temps, puis tu sais, puis tu sais, dynamiser les stations de travail, amener comme ce côté hosting d'événements. Puis éventuellement, ben j'aimerais ça, tu sais, puis je sais pas sur combien de temps que ça va prendre. Peut-être que c'est un jeune qui va prendre la pôle un jour, tu sais, mais de former quelqu'un plus à la production, tu sais, le suivi, recettes, production, savoir-faire, etc. pour que moi, je puisse me dégager aussi de tout ça. Puis c'est un peu dans une optique comme ça que ça arrive, parce que c'est à travers des événements de même qu'il y a des gens qui pop. Ben oui. Hey, moi, ça me tenterait, tu sais, de m'occuper de telle tâche, tu sais. Fait qu'éventuellement, c'est décentralisé, puis ça fait en sorte que le modèle, il y a
il génère moins d'entropie, il a moins besoin de capital D'énergie financier. Ouais. Son coût de production il est moins fort, tu sais, au final. Puis moi, ben, je peux me concentrer sur des fermentations plus complexes comme le shoyu, Yes. qui implique levure, bactéries, moisissures. Tu sais, une complexité qui m'appelle de plus en plus. Puis laisser des choses plus simples, on va dire ça comme ça, à la communauté qui se mobilise pour une recette ou des recettes qu'ils aiment et qu'ils veulent avoir. Tu sais. C'est malade. Hey, Julien, man, on approche déjà de la fin de cet épisode. Ça l'a passé, man, comme pas, il me semble, il y a 2 secondes, on disait fraîchement arrivé du Japon. Mais écoute, je pense que pour terminer, ça serait le fun de pouvoir parler avec toi rapidement de qu'est-ce qui s'en vient, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon pour Symbiose. Là, tu parlais de ton site web tantôt qui va arriver bientôt aussi, dans le fond. Fait que ouais, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Ben oui, ben déjà, d'inviter les gens qui veulent nous suivre, de juste aller inscrire leur courriel sur notre liste d'envoi qui est sur le site web actuel, symbiosealt.com. Cool. Vous allez recevoir des fois des newsletters qui sont en lien aussi avec les prises de commandes. Parce que nous, dans le fond, une fois par saison, vous commandez directement sur notre formulaire en ligne. Puis, on vient livrer chez vous ou dans des points de chute pas loin de chez vous. Puis là, ben ça nous permet de travailler sur notre site web master qui s'en vient. Fait que, pour rester en lien avec nous, il y a ça. Il y a sur Facebook, Symbiose Alimentaire, Instagram, Symbiose ALT, pour suivre nos aventures. Donc oui, notre site web transactionnel de notre niveau s'en vient. Notre premier Kioke s'en vient, fait au Québec par Tonnellerie Jolibois. Ouais. S'en vient, un beau baril de bois pour commencer à vraiment cultiver notre terroir à même le bois. Donc, ça, c'est vraiment le focus. Après ça, avec vous, on travaille des pâtes de piment Tobanjian et on s'en va à Expo Manger Santé. Je ne sais pas si la sortie de l'épisode va être après ou avant, mais peu importe. Ça va être après, mais... C'est notre première Expo Manger Santé. Puis avec vous aussi, ça va être le fun, autant à Montréal qu'à Québec. Ça va être toi. Yes. Donc, tu sais, quelques produits qui s'en viennent avec vous. Même chose avec Rose et Lyon, on travaille sur une sauce fermentée à base de shiitake qu'on améliore en cours de route. Mais sinon, tu sais, à part de dire comme on stabilise nos productions, on fait plus de volume de shoyu pour répondre à la communauté et aux besoins du marché qui commence à grandir en avant. Continuer à faire du bon tempeh de pois jaune qu'on peut retrouver en vrac, qu'on peut retrouver dans des solutions d'emballage en cellulose de bois compostable en milieu naturel. Il n'y a pas de greenwashing là-dedans, je l'ai essayé. C'est pour ça qu'on l'a pris, parce que nous autres, sinon, on est sans déchets. Tu sais. Nice. Parce que les emballages, puis l'industrie du tempeh, c'est beaucoup de plastique. Là. Nous autres, on réussit à sauver beaucoup de plastique. Puis continuer à préparer la célébration du kimchi qui s'en vient l'année prochaine, déjà. Puis accueillir peut-être plus de monde, puis des nouvelles recettes. Puis tout ça. Malade. Hey, Julien. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Pour vrai, merci tellement d'avoir été avec nous. C'est comme d'habitude un plaisir de jaser avec toi, man. C'est tout le temps passionnant. Ton énergie puis tes idées sont contagieuses. Un être lumineux. Oui, absolument. Fait que merci, man. Puis on va continuer pour un autre segment où on va pouvoir déguster des bons petits produits. Toi et Tashimasta. Yeah! Nice. Bon, merci. Puis merci à tous nos auditeurs et auditrices du balado Les idées ridicules, pardon. On se revoit pour un prochain épisode. Salut la gang. Ciao. Bienvenue à ce tout nouveau segment au balado Les idées ridicules. Donc, c'est les questions ridicules. Vous allez avoir la chance de nous poser des questions et nous, on va pouvoir y répondre. Puis, ce segment est commandité par nos amis de AgroBio. Merci. Donc, le concept d'AgroBio, c'est de la semence à la table. Ils font tout, de la culture à la transformation. C'est un regroupement d'agriculteurs québécois bio qui vendent des produits de qualité, qui sont locaux et équitables. Yes, vous pouvez trouver leurs produits chez Loufa, dans les marchés tôt et également dans la majorité des magasins où il y a dans le fond de la vente de bio et local. Donc, Elsa Girard nous demande comment était la farine. C'est une très bonne question. C'est une bonne question qui mérite, je pense, un peu de mise en contexte. En fait, Elsa est venue tourner un épisode avec nous, un épisode sur les modèles d'élevage. Donc, on la salue, Elsa. Donc, de Charlevoix, des viandes bio de Charlevoix. Puis, à ce moment-là, on avait reçu un beau gros colis d'AgroBio qui commandite ce segment-là, en fait, le segment des questions ridicules. Puis là-dedans, il y avait de la belle farine. Puis, on se demandait comment la déguster sur le coup. Puis...
Voilà, donc la farine était bien bonne. C'est de la bonne farine. Ça fait des bons biscuits. Ça fait des bons biscuits, des bons petits muffins. On avait une farine à pain aussi. On l'a pas encore essayé pour le pain. Ça va être le mais fun. J'ai bien hâte de l'essayer avec un bon petit pain au levain là, qu'on fait à la maison. Yes. Puis sinon, en tant que tel, ben, je pense que AgroBio fait de la très bonne farine. Fait que ça vaut la peine de le nommer. Oui, absolument. Donc, vous nous direz. Si jamais le son, on t'apportera des petits biscuits puis des petits muffins, puis tu pourras toi aussi témoigner de la qualité de cette excellente farine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées radicules. Donc, pour voir tous nos épisodes et rester à l'affût de ceux à venir, rendez-vous sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et abonnez-vous aussi aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Les liens vont être dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez aussi écouter les idées radicules sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Et si vous aimez ce balado puis vous aimeriez nous encourager, ben abonnez-vous à notre Patreon au patreon.com/idées radicules. Merci à l'équipe formidable de la Shop Studio où on enregistre depuis nos tout débuts. Et un gros merci aussi à notre équipe derrière les micros, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Laura Chipello, et nos productrices Safia Barou et Alissa Martin-Martel. Merci, puis à la prochaine. Merci, guys. À la prochaine.